Priorité Santé, Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. L'œil qui larmoie, la peau qui rougit et s'assèche au pli du genou ou sur le coude, les lèvres qui picotent et gonflent au contact d'un fruit, des difficultés respiratoires dans certaines situations. Certains de ces symptômes peuvent faire penser à une allergie. Cette réaction indésirable que l'organisme déclenche en présence d'un allergène, il n'est pas toujours simple d'abord de l'identifier et dans un second temps pas toujours évident de l'éviter lorsqu'il fait partie de notre cadre de vie, comme les acariens, lorsqu'il revient de façon saisonnière, comme les pollens, ou qu'il est impossible de prévoir à l'avance son contact, comme une piqûre d'insecte. En matière d'allergie, la précocité du diagnostic est essentielle pour tenter de limiter les crises. Pour y faire face, il y a plusieurs stratégies: le traitement, la désensibilisation et l'éviction quand c'est possible. Mais au-delà de la prise en charge du patient, les allergies posent également de nombreuses questions en termes d'environnement. Pollution, aliments transformés, contact avec des produits chimiques, autant de facteurs qui contribuent à amplifier ce dérèglement du système immunitaire et expliquent la spectaculaire augmentation du nombre de personnes allergiques, notamment dans les pays industrialisés. Allergie au pluriel, on en parle avec vous, docteur Bernard Pijarias, bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumologue allergologue à Nice, secrétaire général chargé des relations internationales de la Société de pneumologie de langue française. En seconde partie d'émission, on va retrouver en ligne de Nouakchott le docteur El Hadj Malik Khan, pneumophysiologue, allergologue, je ne l'ai pas très bien dit, je vais le redire, physiologue, voilà, c'est mieux, président de l'Association nationale de formation continue en allergologie en Mauritanie. En fin d'émission, on va retrouver pour la chronique sport le docteur Jean-Marc Sen qui est avec nous. Docteur Sen, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe nationale de judo. Et avec vous, nous parlerons d'une allergie bien spécifique, l'allergie alimentaire induite par l'effort. Le numéro de l'émission pour poser vos questions, c'est le 33 1 84 22 75 75. Docteur Bernard Pijarias, pour commencer cette émission, une affirmation mais qui mérite développement: l'allergie n'est pas une maladie. C'est exactement ce que je dis tous les jours à mes patients. L'allergie, c'est une cause à des maladies. Ce qui veut dire qu'il faut reprendre les mots, sinon on n'y comprend plus rien. Allos ergein en grec, ça veut dire autre travail. Ergein, le travail, comme chacun sait. Donc c'est un autre travail de l'organisme. Je dirais que c'est l'anti-sida. C'est un sur-travail par rapport à une défense. On est en sur-défense au niveau de quelque chose qui n'est plus moi. Et ça retombe sur quelque chose d'extrêmement philosophique. C'est le non-moi qui n'est pas moi. Tout ce qui m'est étranger n'est pas moi. Pour parler plus simplement, est-ce qu'on peut dire que c'est une réponse un peu folle du corps ? Folle non, mais enfin c'est une surréponse. C'est-à-dire que ça va au-delà d'une bonne réponse. Et c'est pour ça que j'aime bien la phrase du Mahabharata, la grande Inde. Mon propre moi est à la fois mon plus grand ami et mon plus grand ennemi. Et là tout est dit, même pour la médecine. À la fois l'extérieur est totalement étranger, et dans les maladies auto-immunes, on va retrouver mon plus grand ennemi. Et c'est moi-même mon ennemi. Le corps très précieux, mais en même temps qui peut être très dangereux. Quelles sont les allergies les plus fréquentes ? Bien sûr, il faut distinguer ce qui se passe en fonction des régions où l'on vit. Docteur Bernard Pijarias, on va commencer, si vous voulez bien, par le nord, et après on ira au sud. Si on se trouve en Europe, ici en France précisément, les allergies les plus fréquentes, c'est quoi ? Alors tout ce qui est commun à chacun, à tous les pays, c'est l'acarien. L'acarien et quelques moisissures comme Alternaria, ces petites traces noires qu'on voit dans les salles de bain. Et sinon, pour les pollens, c'est-à-dire la pollinisation de la nature, qui va être très très irritante pour l'individu, ça va être plutôt le bouleau vers le nord, plutôt tout ce qui est cyprès, olivier vers le sud. Et dans ma région niçoise, la gambarocette, la pariétaire, cette petite plante des parois des murs, qui est extrêmement allergisante. Ils appellent en Issar la gambarocetta, c'est-à-dire celle qui a les jambes rousses. Alors, si on est en Afrique subsaharienne, docteur Bernard Pijarias, on est allergique plutôt à quoi ? Aux acariens. Aux acariens. Les acariens, c'est vraiment fondamental, parce qu'après les quelques pollens, si, dans tout le Maghreb, on a fait des études sur les pollens des palmiers, par exemple, mais après pose problème à la fois de savoir quel allergène tester, puisqu'on les a pas en extraction, et puis après, si on avait besoin de désensibiliser, personne ne fabrique ces produits pour la désensibilisation. Alors, plusieurs manifestations de l'allergie, on le sait, l'œil, la peau, la respiration. On va quand même les passer en revue, docteur Bernard Pijarias. On va commencer par les manifestations cutanées. Les manifestations cutanées, je pense que la peau s'exprime énormément. Je donne toujours pour exemple à mes patients
l'urticaire et la peur. Un animal qui a peur, il a les poils qui se hérissent. Donc l'urticaire, c'est exactement cette réaction qui peut exprimer une réaction psychosomatique. En plus de ça, ça peut exprimer une réaction fondamentale de l'organisme, profonde, qui va être par exemple l'érythème à un médicament, lorsqu'il va y avoir une réaction médicamenteuse, et on va avoir à ce moment-là des réactions urticariantes. On a aussi des réactions cutanées de contact. Alors là, c'est une autre forme d'allergie, il n'a plus rien à voir avec les anticorps, c'est à voir avec une réaction de type donc cellulaire, et ce sont des métaux en général, le nickel, c'est le plus fréquent, qui va être une allergie de contact, mais c'est une allergie très lente, si vous voulez. Il faut bien 48 heures pour qu'elle s'exprime, tandis que l'allergie immédiate, urticariante à un médicament ou à un produit alimentaire, par exemple, ça va être une réaction instantanée. Alors vous disiez nickel, par exemple, quand on porte, docteur Bernard Pyjarias, certains bijoux en toc, eh ben la réaction est quasi immédiate. C'est pour ça que certaines personnes, non pas par luxe, mais parce qu'elles se connaissent, disent « je ne supporte que l'or ». Mais c'est bien. Hein, alors, c'est un message que je viens de me faire passer. L'or n'est jamais complet parce que c'est trop mou. Il y a toujours un peu de cuivre dedans. Donc, quelquefois, il peut y avoir des traces quand même. Alors, des pépites, on va dire. Allergie, autre type d'allergie. Là, c'est très sérieux, docteur Bernard Pyjarias. Les allergies respiratoires. On disait tout à l'heure, l'allergie n'est pas une maladie, mais elle peut conduire à une maladie. Et cette maladie, elle est très connue, c'est l'asthme. C'est l'asthme. D'abord, c'est la rhinite. Puis la porte d'entrée de l'organisme, c'est le nez. Et si le nez n'est pas propre, j'insiste tant là-dessus, la porte d'entrée, il faut la nettoyer. Et donc, si le filtre nasal, qui est notre filtre absolu, n'est pas propre, problème, mais on en parlera sûrement avec le sport, parce que si ce nez n'est pas propre, en même temps, il ne peut pas réchauffer l'air. Et là, on est dans un autre registre qui est la préallergie, l'hyperréactivité bronchique, parce que les variations thermiques et hygrométriques font le lit après des réactions allergiques. Quand vous dites le nez n'est pas propre, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Eh bien, le nez bouché fait qu'on respire par la bouche. Et à ce moment-là, si on respire par la bouche, il n'y a plus de filtre. Et le filtre, il est double. C'est un filtre de particules et c'est un filtre qui vous donne un air saturé en vapeur d'eau à 37 degrés au niveau des bronches. Et c'est pour ça qu'à l'exercice, par exemple, on va avoir des asthmes déclenchés par l'exercice qui n'ont rien d'allergique. Ils ont simplement une réaction au niveau de bronchique du froid, comme en Afrique, ou du froid. Si, comme en Afrique, mon lapsus c'est vrai, quand il y a un air conditionné avec l'air conditionné trop froid. Donc on va se trouver avec 20 degrés, ce qui est absolument très froid pour 40 degrés dehors, et ce choc thermique va faire que. Et c'est pour ça que le nez doit filtrer en même temps les particules, acariens, pollen, etc., et pollution, et doit en même temps réchauffer l'air pour qu'il n'y ait pas une percussion qui soit asthmogène. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes allergiques aujourd'hui en France ? C'est absolument gigantesque. C'est quelque chose qui est en train de devenir une épidémie. On dit qu'on est actuellement à 20%, 30%, et que dans 20 ans, on sera à 50%. C'est-à-dire qu'on voit évoluer quelque chose. On a vu disparaître effectivement les pathologies infectieuses, la tuberculose. Tout à l'heure, vous avez achoppé sur le mot de phtisie, c'est le terme pour tuberculose, parce qu'en grec, phtisie, ça veut dire je me consume, et je me consume par une pathologie, qui est la tuberculose. Donc ces pathologies ont disparu. L'organisme a besoin de se défendre contre ce qui n'est pas soi. C'est pour ça ma phrase philosophique du début est importante. Ce qui n'est plus moi, ce n'est plus ces pathologies infectieuses, lèpre, tuberculose et les grosses pathologies infectieuses. Maintenant, c'est des protéines extérieures pour lesquelles je vais me défendre, et c'est l'allergie. Alors, docteur Bernard Pyjarias, on a cité l'asthme comme maladie, la rhinite aussi, c'est moins grave, mais quand même, ça peut être très gênant dans le quotidien comme maladie associée aux allergies. Il y a d'autres pathologies, par exemple des pathologies dermatologiques, notamment la dermite atopique, on parle d'eczéma, et là aussi, ça peut carrément être invalidant. Ah, c'est totalement invalidant. Alors, le terme est très difficile à comprendre, je l'aime pas, mais enfin, c'est celui qu'on emploie. Dermatite, on comprend, c'est donc l'inflammation de la peau. Atopos, alors là, par contre, atopique, c'est un terme fort ridicule parce que c'est quasiment le même que utopie. Et utopie en philosophie, c'est le lieu qui n'existe pas. Et atopie, c'est le lieu qui n'est pas. Alors donc, ça veut pas dire grand-chose, ça veut dire simplement que la personne, elle n'est pas bien dans son milieu. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire de ce mot. Simplement, je dirais que c'est une personne très allergique qui peut s'exprimer par la peau. Alors là, ce que vous évoquez, c'est surtout les petits-enfants qui vont développer des eczémas invraisemblables. Je dirais un conseil absolu, c'est que dans l'eczéma, on traite toujours la phase aiguë, comme dans beaucoup de pathologies chroniques. On oublie la phase de cicatrisation. Et la plupart du temps, les eczémas que j'ai eu à traiter, on a géré la cicatrisation et ça allait beaucoup mieux. La phase aiguë avec souvent des corticoïdes. Voilà. Et après, on oublie, on dit bon, il va mieux, ça. Non, il faut au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois pour que la peau se reconstitue. Tout notre organe tel que nous voyons aujourd'hui, c'était pas le même il y a 4 mois. Et dans ces traitements justement par corticothérapie avec des pommades, des crèmes, on parle de paliers. Pourquoi justement alterner l'usage de crèmes corticoïdes et on peut dire de leurre
de leurre cosmétique. Comment ça se passe? Alors je pense que les leurres cosmétiques, ça va être plutôt des cicatrisants, et pourquoi pas. Et je pense qu'on oublie trop, et je le répète tout le temps, des produits simplement antiprurites. Parce que qu'est-ce qui fait une réaction pré-inflammatoire? Qu'est-ce qui fait qu'elle est désagréable? C'est le prurite, c'est-à-dire le grattage, on va se gratter. Si vous supprimez simplement ce grattement qui est gênant pour l'enfant parce qu'il n'arrive pas à arrêter de le faire, et la peau ne pourra jamais cicatriser. Ça veut dire faire quoi concrètement? Prendre une potion pour arrêter de se gratter ou mettre une crème hydratante? Les deux. Mais pas forcément seulement la crème hydratante qui est bon pour la cicatrisation, mais mettre, j'allais presque dire, comme on le fait en Afrique, des produits anti-moustiques. Des produits qui empêchent de se gratter, tout simplement. Et ça marche beaucoup. Vous les associez à vos pommades d'hydratation de la peau. Alors, on va prendre tout à l'heure en ligne les auditeurs de Priorité Santé. J'ai d'abord une dernière question avant de leur laisser la parole. C'est sur le diagnostic. Comment est-ce qu'on est sûr qu'une manifestation cutanée respiratoire est d'origine allergique et pas simplement liée à un autre facteur? Ça, c'est la question clé par rapport à cette spécialité médicale. On ne peut parler d'allergie que si on a prouvé qu'il y a un anticorps. L'anticorps, c'est spécifique de l'antigène, donc il faut mettre en contact de façon spécifique un antigène sur la peau, ça sera les tests cutanés, et voir s'il y a une réaction histaminergique, donc libération d'histamine, par réaction dite antigène-anticorps, peu importe son petit nom, qui fait qu'il va y avoir libération d'histamine. Ça fait une rougeur sur la peau, c'est l'érythème. Là, on a prouvé qu'il y avait un anticorps circulant par rapport à l'antigène. Si vous faites 10 tests, il y en a un qui réagit, celui-là prouve bien que, en face de cet antigène, il y a un anticorps circulant. Ça, c'est sur la peau. Et donc, il ne faut pas que la personne ait pris des histamines, des antihistaminiques, parce que sinon, on ne voit pas de réaction. La deuxième phase, c'est la phase intrasanguine, la phase sérique, c'est-à-dire qu'on peut prendre du sang, chercher des anticorps spécifiques dedans, et si on trouve l'anticorps, bien on a un anticorps, et là, on peut prouver l'allergie. Docteur Bernard Pyjarias, comme je l'ai dit, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de l'émission. Priorité Santé sur RFI. Premier auditeur, il nous appelle de la Guinée de Conakry, c'est Abdoulaye. Abdoulaye, bonjour. Bonjour Caroline. On vous écoute, Abdoulaye. Bon, mon problème est que je n'arrive pas à me débarrasser du rhume. Tout le temps, les narines sont bouchées. Ça depuis 2008, vers la fin de l'année, vers juin 2011, on a détecté chez moi que j'étais un asthmatique. Et franchement, le rhume là me cause beaucoup de crises d'asthme. Et vous prenez un traitement, Abdoulaye? Bon, actuellement là, j'utilise Ventoline parce que depuis qu'on a détecté l'asthme chez moi, on m'avait prescrit ce médicament-là. Et c'est ce que j'utilise pour le moment. Et vous êtes sensible à certaines situations en particulier? Oui, je suis trop sensible à la poussière. Ensuite, à certaines odeurs telles que l'eau de parfum et certains savons de toilette. L'essence aussi. Docteur Bernard Pyjarias, qu'est-ce que vous pouvez dire à Abdoulaye? On lui a diagnostiqué de l'asthme, on lui a peut-être parlé d'allergie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que tout est mêlé là-dedans et c'est typiquement ce qui se passe chez un patient. À la fois, il y a de l'hyperréactivité qui n'est pas spécifique, c'est le parfum, c'est les essences, ce sont les réactions également éventuellement à l'air conditionné, à la poussière, alors encore qu'il puisse y avoir dans la poussière des acariens, mais ça c'est de l'hyperréactivité et ça fait le lit de l'autre problème. Et il a parlé à la fois de nez bouché, donc de rhume, de rhinite, et après d'asthme. C'est-à-dire que dès que le nez est dépassé, dès que le nez n'est pas débouché, à ce moment-là, tous les allergènes, tous les irritants vont pouvoir rentrer dans le poumon. Alors, les conseils qu'on peut donner, laver le nez, mais pas avec n'importe quoi, avec un sérum physiologique ou l'équivalent, quelque chose qui soit salé comme son propre sang, à 9 grammes de sel par litre d'eau, et à peu près du même pH, de la même acidité. Sinon, on va irriter le nez plutôt que de bien le traiter. Ça veut dire que, par exemple, si Abdoulaye vous laisse fabriquer lui-même, je suis très concrète parce que c'est pas facile de trouver des petites fioles, forcément en Guinée, de sérum physiologique. Il prend une bouteille d'eau d'1 litre, il faut qu'il mette, par exemple, combien de cuillères à café de sel dedans? 9 grammes. 9 grammes. Donc, on va dire une grosse cuillère à soupe et demie.
Voilà. Parce que je fais de la cuisine, j'ai voilà. l'habitude. Voilà. Donc Abdoulaye, vous lavez le nez avec de l'eau salée. Il dit on lui donne de la ventoline. Alors, On traite la solution, mais on se traite pas le problème. Exactement. La ventoline, c'est le bronchodilatateur, c'est bien pour passer la crise, mais ça suffit pas pour traiter l'inflammation bronchique. Et là, il faudrait une cortisone associée. Souvent, il y a des produits associés. Alors, la ventoline, c'est devenu un nom générique. C'est d'un bêta-2-mimétique, c'est du salbutamol, mais après, on peut prendre des corticoïdes associés. Et c'est vrai que dans les pays d'Afrique, avec les plans, avec l'OMS, maintenant, il y a quand même un accès à certains produits pas très chers grâce à ces plans d'accès. Alors, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais c'est le nom chimique, ça va être salbutamol plus béclométasone. Voilà, Abdoulaye, peut-être retourner voir un médecin pour vous donner un traitement qui s'occupe justement de la cause de votre problème et qui n'en traite pas uniquement le symptôme. Et puis en prévention, justement, c'est lavage nasaux, comme le disait le docteur Bernard Pijarias. Merci beaucoup, Abdoulaye, de votre appel de Conakry. Avant le point de l'actualité, on va prendre un autre auditeur. Il est en ligne du Tchad, de Djamena. C'est Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour. On vous écoute, Olivier. Le docteur Bernard Pijarias vous écoute. Ok, dans notre famille, d'ailleurs, mon grand-père est allergique à Bactrim. Ainsi de suite, mon père et puis ma tante et nous, quelques enfants, si j'étais exprimé en termes de pourcentage, ça fait presque 75% dans la famille qui sont allergiques à Bactrim. Alors, ma première fois de prendre Bactrim, je sentais des démangeaisons et ensuite 2 heures plus tard, des boutons qui apparaissent. Jusqu'à là, ça a laissé des traces dans mon cœur comme a été chez mon papa. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il existe une allergie héréditaire liée à une substance chimique? Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette allergie dans notre famille? Docteur Bernard Pijarias, cette question de l'hérédité allergique que pose Olivier, votre réponse? Alors ma réponse, c'est qu'il n'y a pas d'hérédité au niveau de l'allergénicité, par exemple, au Bactrim, qui est le sulfaméthoxazole trimétoprime. Le problème, c'est que ce produit est un sulfamide et qu'il faut faire attention, surtout sous les pays où il y a beaucoup de soleil, à la classe des sulfamides, parce qu'il peut y avoir une transformation du corps, enfin du corps chimique, j'entends, avec l'énergie solaire en quelque chose qui devient allergisant, ce qu'on appelle l'apténisation dans notre jargon. On prend ce médicament pourquoi? Ça, c'est pour les infections globales. Alors c'est vrai que c'est un produit pas cher qui a beaucoup servi pour les infections urinaires, pour les infections. C'est un produit qui diffuse très bien, c'est un excellent antibiotique, mais il faut faire très attention. Donc dans les le pays. problème, c'est davantage sa conservation que le produit en tant que tel. Même pas. Non, c'est simplement que chez quelqu'un qui va avoir une susceptibilité à une classe thérapeutique, si vous y rajoutez une énergie qui s'appelle l'énergie solaire, qui est la seule énergie du monde, par voie transcutanée, ce produit qui n'est pas allergisant peut devenir allergisant. Donc ce n'est pas héréditaire, mais s'il en a trop pris ou si c'est pas une allergie immédiate, c'est quelqu'un qui en a peut-être pris pendant plusieurs fois et tout d'un coup va reprendre il va avoir une réaction. Il va avoir des érythèmes toxiques, c'est tout. Est-ce qu'il faut renoncer à ce produit? Totalement. Ou il faut renoncer? Totalement. Il y a assez de classes d'antibiotiques pour pouvoir gérer la question au plan de l'infectiologie après. Donc Olivier, à l'avenir, si jamais vous avez un problème infectieux, demandez à un médecin qui vous donne un autre antibiotique. C'est vrai que, merci beaucoup Olivier pour cet appel, c'est vrai que quand on va voir le médecin, parmi les questions qui nous sont posées, êtes-vous allergique à tel ou tel médicament? C'est un interrogatoire très important. Très important, il faut vraiment mettre les classes thérapeutiques et bien les lister sur sa propre fiche des patients pour éviter la chose. Parce que dans un cas d'urgence après, on a quelque chose à mettre, on est pris, si le médecin ne fait pas attention, il va redonner ça. C'est la faute du médecin aussi, donc il faut faire très attention. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a toujours, docteur Bernard Pijarias, des rendez-vous avant justement une anesthésie. Absolument. L'anesthésiste est là pour savoir quelles peuvent être les allergies, parce que là, c'est pas du tout drôle, c'est carrément tragique. Tout à fait tragique, parce qu'en plus de ça, la personne est endormie, et si on lui envoie un antibiotique qui est allergisant, problème. Cette consultation pré-anesthésie, vous faites bien de l'évoquer, est extrêmement fondamentale. Et c'est vrai qu'elles sont très bien faites maintenant dans notre pays. Elles sont parfois un peu longues, mais je crois qu'elles sont nécessaires, parce qu'on liste vraiment tout. Et puis ça permet aussi de prendre conscience de l'enjeu de l'anesthésie. C'est pas un acte du tout anodin. Tout à fait. Bon, on va vous retrouver dans 3 minutes, juste après le point de l'actualité. On va continuer de poser ces questions sur l'allergie, le diagnostic, la prise en charge, au nord comme au sud. On va vous retrouver docteur Bernard Pijarias. Après le point de l'actualité, on parlera en particulier de la désensibilisation. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est accessible? Dans quel cas est-ce préconisé? On en parle donc dans 3 minutes. On se retrouve à tout à l'heure. Priorité santé. Caroline Paré.
On se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée aux allergies à l'occasion de la journée française de l'allergie. Avec nous en studio, Dr Bernard Pyjarias, pneumologue, allergologue à Nice, secrétaire général chargé des relations internationales de la Société de pneumologie de langue française. Et puis, le docteur Jean-Marc Sen, qui écoute très attentif à tout ce qui se dit, médecin du sport. On va vous retrouver tout à l'heure, docteur Sen, en fin d'émission pour votre chronique sport et santé. Docteur Bernard Pyjarias, en février, la Haute Autorité de Santé a préconisé une baisse importante du remboursement de la désensibilisation. Ce sont des préparations à base d'allergènes, adapté au profil singulier du patient. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Parce qu'il y a eu après des pétitions, une vraie polémique. Est-ce que c'est une vraie question aujourd'hui en France? C'est vrai, c'est une vraie et une fausse question. C'est une vraie question parce que ce sont des prix relativement très élevés que la désensibilisation par voie sublinguale. Et c'est une fausse question parce que c'est à peu près remboursé si les mutuelles le remboursent. Donc ça fait augmenter finalement la charge des mutuelles puisque la sécurité sociale est passée à peu près à 15% pour les produits de désensibilisation, en particulier les comprimés sublinguaux, et donc ça fait quand même 85% pour les mutuelles qui font que après les coûts des mutuelles vont s'envoler. Alors c'est vrai que c'est le seul traitement spécifique pour l'allergologie, pour ce qui relève des maladies dites allergiques. C'est le seul traitement qui peut faire transformer cette réaction d'immunité. Donc c'est quand même des traitements extrêmement efficaces. Il faut bien les faire, il faut bien les traiter. C'est vrai qu'on est quand même étonné par le prix extrêmement élevé de tout ce qui est sublingual. Et donc il y a peut-être une question à voir entre les industriels et la haute autorité. C'est pas elle qui le décide, mais les commissions de prix pour voir comment tout ceci peut s'ajuster. Parce que c'est des prix, je vois mes ordonnances passer, c'est 400-500 € tous les 2 ou 3 mois. Oui, c'est carrément un abonnement. Ah, oui. Et justement, c'est très contraignant. Ce procédé, ça cible quel type de patient en particulier, docteur Jean-Marc Sen? Excusez-moi, docteur Pyjarias, je vais me remettre bien. Docteur Pyjarias, ça cible pas au sport, il faudrait peut-être me le faire. Surtout moi, me désensibiliser à certaines choses. Des fois, je pars un peu dans la lune. On va revenir sur Terre. Docteur Pyjarias, on cible qui? Surtout des enfants, y compris des adultes, des personnes sur qui rien n'a marché? Non, tout à fait. Ça fait partie quand même le plus tôt sera le mieux. C'est-à-dire que si on veut avancer éviter que cette réaction immunitaire, on pourra redéfinir l'immunité. C'est-à-dire, cette réaction immunitaire, il faut le faire le plus tôt possible. Donc il ne faut pas hésiter à le faire tôt. Il ne faut pas hésiter à faire tôt des tests dans le sang cutané. On dit toujours pas avant 3-5 ans, c'est faux. Les anticorps, ils sont là où ils ne sont pas là. Et s'ils sont là, c'est bien qu'il y a quelque chose qui a dérapé dans le système immunitaire. Dès que l'on essaie de faire remettre le système immunitaire en place par la désensibilisation, il faut y aller. Le problème, c'est le choix. Alors c'est vrai qu'actuellement, le sublingual, que ce soit en comprimé pour les pollens, en comprimé pour les acariens, c'est tout ce qui existe en comprimé, sublinguaux de type lyoc, de type lyophilisé, ou que ce soit les gouttes, ça va très bien pour les enfants, c'est peut-être mieux que les injections, mais ça revient très cher. Les injections revenaient moins cher, étaient peut-être plus faciles à utiliser. J'ai énormément utilisé les injections, les patients adorent, paradoxalement, parce que venir une fois par mois, c'est rien. Prendre tous les matins son comprimé, c'est compliqué, surtout quand on est adolescent ou un petit peu en crise de société. Donc voilà, mais ce sont des produits extrêmement utiles. Il faut bien les cibler. Donc allergène majeur, acarien, pollen, et là, ça marche très bien. Tout à l'heure, on a parlé de la dangerosité des allergies médicamenteuses, notamment avec notre auditeur Olivier. On va parler d'une autre allergie qui peut être redoutable, ce sont les allergies alimentaires. Docteur Bernard Pyjarias, on entend de plus en plus, je suis allergique à ceci, à cela. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Il en est que le mot est galvaudé. La plupart du temps, ce sont des réactions d'hyperréactivité, d'intolérance, plus que d'allergie. La meilleure preuve, vous mangez très pimenté dans les pays d'Afrique, et vous allez avoir après un estomac complètement érodé, vous allez avoir une muqueuse intestinale érodée, et tout va pouvoir passer. C'est un peu ce qui se passe quand vous avez une muqueuse nasale érodée ou une muqueuse du poumon, des bronches érodées, et les allergènes vont pouvoir pénétrer. Ça sera pas forcément une allergie tant qu'on n'a pas mis une fois de plus l'anticorps en évidence. Et pour les allergies alimentaires, c'est redoutable parce que pour les mettre en évidence, c'est très difficile. Le seul élément qui marche, c'est le test positif, c'est-à-dire je prends un aliment seul, il faut pas qu'il soit mélangé, je l'avale, j'ai une réaction, bon, ça peut être quelque chose. Je le réintroduis. Il y a à nouveau la réaction, on peut dire donc c'est une allergie. Et après, il y a quelques tests dans le sang, pas tout à fait spécifiques, à peu près spécifiques, mais pas tout à fait suffisamment spécifiques pour être extrêmement sûr qu'il faut totalement éliminer ça. Cela étant, en allergie alimentaire, le seul traitement, c'est l'éviction.
Oui, l'éviction, mais quand on est un enfant, on le voit, docteur Bernard Pijarias, pas toujours facile d'éviter certains aliments. Donc on se retrouve avec ces enfants qui se promènent avec leur petite kit à injection. De quoi il s'agit? Est-ce que c'est bien d'avoir justement toujours sous la main ce dispositif en cas justement si ces enfants avalent quelque chose qui leur est interdit? Tout à fait. Alors là, c'est le risque de l'anaphylaxie. C'est le terme qu'il fallait donner. Et il faut rappeler là aussi l'origine. Phylactose, ça veut dire la protection. C'est-à-dire qu'on est mal protégé, où on fait une surréaction de protection. Donc l'enfant va exploser dans cette réaction, ça va être le fameux érythème, ça va être le choc, ça va être le risque de striction du pharynx, c'est le risque donc effectivement vital. Et c'est pour ça qu'il se balade avec de l'adrénaline injectable qu'il faut avoir. Et pour les allergologues, c'est la grande saison de la rentrée où on rédige ces fameux PAI, qui est pour nous c'est pénible, mais il faut le faire. Donc ce sont des programmes d'accueil individualisé des enfants à l'école, et c'est la seule façon de gérer la question. Alors ces allergies qui touchent les pays du Nord, mais pas seulement, c'est ce qu'on va voir. Vous restez avec nous, docteur Bernard Pijarias, docteur Sen. On va tout de suite partir pour Nouakchott. Priorité santé sur RFI. Nouakchott, où on vous retrouve, docteur Eladj Malikian, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes pneumophysiologue, allergologue, président de l'Association nationale de formation continue en allergologie, chargé du programme de lutte contre la tuberculose au ministère mauritanien de la Santé. Alors, docteur Malikian, quelles sont les allergies les plus fréquentes en Mauritanie? Bonjour madame, je suis chargé de suivi et évaluation au niveau du programme tuberculose. En Mauritanie, nous avons beaucoup plus des allergies les pneumoallergènes, surtout les acariens. On a quelquefois les blattes, mais les plus fréquents, c'est les acariens. Alors, les personnes qui viennent consulter, elles viennent pour une allergie en général, docteur Eladj Malikian, ou elles viennent pour une autre raison, et c'est vous qui leur dites, eh bien, c'est dû à une allergie? Il y a deux sortes de malades. Il y a certains qui sont, c'est pas très beaucoup, des fois qui nous sont adressés par les ORL, qui ont par exemple une rhinite allergique. Il n'y en a pas beaucoup. Là, les autres, en général, ils viennent en consultation de pneumologie, surtout pour l'asthme. Et c'est au cours de l'interrogatoire qu'on trouve qu'il y a une allergie. Et Ceci dit, nos amis dermatologues, quand même, ont quelques allergies de contact qu'ils reçoivent aussi de leur consultation. Et quelquefois, ils nous envoient, quelquefois, on a une dermatologue qui fait la batterie standard des allergies de contact, notamment au niveau des allergies de contact au niveau des oreilles, au niveau du cou, aux chaînes, autres, là. Et docteur Eladj Malikian, justement, est-ce que le grand public en Mauritanie est familiarisé avec ce terme d'allergie? Quand vous leur dites vous êtes allergique, ils comprennent tout de suite de quoi ils retournent? Bon, on met beaucoup de choses sur le terme allergie. Des fois, ce n'est pas de vraies allergies. Mais le terme allergie en lui-même, tout le monde l'utilise. Il est, comme l'a dit Dr Bernard, il est un peu galvanisé. Mais il y en a quand même, parmi ces gens qui parlent d'allergie, il y a de vraies allergies quand même qu'on le retrouve. Alors justement, quand le diagnostic est posé, quelle prise en charge proposez-vous? Bon, si c'est possible, des fois, mais c'est très difficile, on propose l'éviction. En dehors de ça, c'est des traitements symptomatiques. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore la désensibilisation à la disposition. Et puis peut-être des conseils simples sur l'environnement, sur le cadre de vie? Oui, c'est ce que j'ai dit, des conseils simples pour éviter, pour l'éviction, ou quand même pour essayer d'améliorer, même si on n'arrive pas tout à fait à éliminer, au moins quand même diminuer le maximum possible. Surtout que si on a l'habitude d'avoir des moquettes, des trucs dans les chambres, dans les salons, donc le conseil se porte beaucoup plus par rapport à ça. Vous disiez, vos patients, ils sont la plupart du temps envoyés, orientés par d'autres médecins, justement des allergologues. Est-ce que cette spécialité est fréquente dans votre pays, la Mauritanie, docteur Eladj Malikian? Est-ce qu'il y a beaucoup d'allergologues dans le pays? Malheureusement, non. Ça vient juste de démarrer. Nous avons pour tout le pays 5 allergologues formés. Il y a un 6e qui est en cours de formation pour l'instant. Une formation qui se passe directement à Nouakchott ou à l'étranger?
Non, alors c'est une formation qui est organisée par la Fédération des Anaforcar International, qui est parrainée par l'Université de Toulouse, ce qu'on appelle le DIFRAN, c'est-à-dire le diplôme universitaire francophone d'allergologie. Et c'est une formation sur 2 ans. Il y a une présence qui se fait par l'Internet, mais à la fin de chaque année, les étudiants se regroupent dans un pays africain pour la pratique, un séminaire pratique. Au bout de ce séminaire pratique, il y a un examen de passage de la première année et de validation de deuxième année. Merci beaucoup, Dr Eladj Malikian. Je rappelle que vous êtes pneumophysiologue, allergologue chargé du programme de lutte contre la tuberculose au ministère mauritanien de la Santé. Dr Bernard Pijarias, on vous retrouve. On souligne souvent le rôle que peut jouer la pollution dans ces allergies. Pourtant, des allergies, il y en a partout dans le monde, mais est-ce que c'est particulièrement vrai dans les grandes villes? C'est fondamental. Je salue au passage Malik, on se connaît très bien, et il a souligné toute cette nouvelle formation qui existe maintenant, qui n'existait pas. C'est important, quand il n'y a que 5 allergologues dans un pays, il faut les former, faut progresser. Voilà. Et donc, ils ont créé le DUFRAS, et nous, au niveau du sommeil, on avait créé le SECFRAS, parce qu'il n'y avait aucune formation dans ces 2 sous-spécialités de la pneumologie, en fait, transversale, on va dire. Alors, pour le reste, c'est une question de niveau de réactivité. C'est-à-dire que la pollution intérieure ou la pollution atmosphérique extérieure, donc à la maison, peut générer une baisse de la réactivité des bronches. Enfin, le seuil de réactivité va être abaissé, donc la défense va pas pouvoir se faire. Et c'est à ce moment-là que va s'installer le risque allergique. Alors, donc c'est un complément. Certaines habitudes de vie qui peuvent aussi contribuer à la fréquence de ces allergies. Il y a par exemple toute une série de questions sur les produits d'entretien, un intérieur trop propre, une vie trop hygiéniste, on peut dire. Est-ce que c'est vrai, docteur Pijarias? On va pas non plus inciter les auditeurs à ne plus nettoyer, à vivre dans les détritus, mais il y a le juste milieu, on va dire. Et oui, on a le juste milieu, parce que c'est facile de dire jamais d'animaux dans la maison, mais d'un autre côté, on va dire, tiens, c'est curieux, les enfants qui naissent dans des fermes vont mieux. Donc, faut savoir ce que l'on dit. Il y a cette étude extraordinaire, c'est au niveau des Amish, aux États-Unis, où les enfants Amish sont beaucoup mieux parce qu'ils sont au milieu des animaux, etc., même si c'est un milieu américain extrêmement propre, mais ils sont dans l'étable aussi. Donc, ils sont beaucoup moins allergiques que leurs copains américains qui ne vivent pas là-dedans. Au tel point que on a même proposé de vendre cette poussière Amish comme facteur d'habituation. Non, mais il faut dire que l'allergie, c'est un grand commerce. Oui, c'est oui, vraiment quelque chose d'énorme. D'ailleurs, ça nous amène à une vraie question, parce que quand on discute avec des gens autour de nous, on entend beaucoup de choses, parfois n'importe quoi. C'est quoi la différence, par exemple, entre intolérance alimentaire et allergie alimentaire? Parce qu'il y a une véritable explosion des intolérants. Tout à fait. Là, je pense que c'est ce fameux seuil de réactivité de la muqueuse. Cette fois-ci, la muqueuse digestive à laquelle vous faites allusion. Le reste, c'est la muqueuse respiratoire. Plus le seuil s'abaisse, plus on va réagir à tout n'importe quoi. Donc, le plus évident, c'est le piment. On n'a pas d'allergie au piment, mais ma foi, comme ça va éroder la muqueuse, il va y avoir une réaction d'intolérance. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment redéfinir les termes. On ne peut parler d'allergie que si on a découvert un anticorps, fût-il alimentaire ou fût-il donc pneumoallergène. Et ensuite, je pense qu'il faut redéfinir effectivement le terme d'immunité. On a parlé sans arrêt d'immunothérapie, etc. Mais quelle immunité? En grec, c'est simple. En latin, plutôt, c'est du latin. Ça nous vient du Parlement, de la Rome antique. C'est l'exemption de quelque chose. Donc on est exempt de charges financières, on est exempt de justice, on est exempt de tout ça. Et là, c'est l'exemption par rapport à une maladie. Donc immunothérapie, ça veut dire je vais essayer de m'exempter de devenir malade. Vous voyez que c'est un terme extrêmement fort, et on voit bien au niveau de nos politiques comment l'immunité parlementaire peut être mise en évidence. On va revenir quand même à la santé, on va revenir en particulier à nos auditeurs, puisqu'on va tout de suite donner la parole à Nadège. Elle est en ligne du Bénin, de Cotonou. Bonjour Nadège. Bonjour, c'est Santé. On vous écoute, Nadège. Oui, moi, mon souci par rapport à l'allergie, c'est que j'ai 2 enfants, 7 ans et 4 ans, qui souffrent souvent de rhinite allergique et de l'eczéma atopique. C'est après consultation chez un ORL et un dermato. Et là, on nous a conseillé d'éviter certaines nourritures, aliments contenant beaucoup d'allergènes tels que le soja, l'arachide. Du coup, on utilise l'huile de tournesol pour la cuisine. Pour le traitement concernant les eczémas, on utilise souvent du Xeralcam et du diprozone. Et les réactions dermatologiques. Et pour les rhinites allergiques, c'est souvent de l'antihistaminique et de l'antibiotique pour éviter l'infection. Mais là, mon souci, c'est quoi?
est-ce que l'utilisation prolongée du diprozone qui est à base de corticoïdes n'aura pas une réaction sur le corps de mon enfant à long terme? Concernant aussi l'utilisation prolongée de l'antibiotique et de l'antihistaminique, comment faire pour éviter l'allergie dans les deux cas au lieu de chaque fois traiter après l'apparition des symptômes? C'est mon souci. Justement, Nadège, j'ai une question. Vous dites que vous employez cette crème corticoïde. Vous l'employez sur le long cours? Tous les jours, oui, et vous n'arrêtez pas. Chaque fois qu'il y a l'apparition des boubouilles sur le corps, on l'applique et c'est ça qui marche. Mon souci, c'est vraiment là, en fait. Docteur Pyjarias, employait justement ces crèmes corticoïdes. Nadège citait le nom de diprozone. Hein, c'est une marque spécifique, mais qui est assez commune finalement. Est-ce que, au bout du compte, la peau ne risque pas de s'abîmer, surtout la peau d'un petit enfant? Tout à fait, et surtout l'absorption transcutanée d'un cortisone par la peau d'un enfant est extrêmement forte pour cette cortisone, même s'il y a 1-2-3% dans la pommade. Mais on va reprendre le prénom de Nadège, qui veut dire espoir en russe, et donc on va lui redonner de l'espoir maintenant. Je pense qu'effectivement, vos allergologues et autres dermatologues ont raison d'éliminer, quand il y a un eczéma diatopique, j'aime pas le mot, vous l'avez entendu, mais peu importe, cet eczéma de l'enfant, il faut éliminer tous les éléments qui peuvent être stimulants de cette mauvaise réponse de l'immunité. Donc soja, on l'enlève, arachide, on l'enlève, c'est évident. Garder le tournesol, c'est simple, et ma foi, c'est pas compliqué à faire. Ensuite, pour reprendre ce que disait Caroline, il est évident qu'il faut faire attention de traiter que la phase aiguë avec une cortisone locale, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la phase de cicatrisation, on l'oublie toujours. Alors, il faut une crème d'entretien. Voilà. Et dans la crème d'entretien, et même dans la crème cortisone, alors on va citer un terme, tant pis, mais c'est pas un produit cher, et puis il est pas du tout publicisé. Moi, j'aime bien utiliser le Cotane dans lequel il y a la kysocaïne, c'est-à-dire un anesthésique de contact, qui va permettre, en l'association avec votre diprozone, on parle des termes de marque, mais peu importe, va permettre d'éviter le prurite en même temps qu'on traite. Et après, vous passez à votre produit qui va hydrater la peau, et vous y rajoutez toujours votre produit anti-prurite. Et comme ça, vous allez gagner la partie. Je vous donne un dernier conseil que j'utilise pour mes patients. Là-dessus, vous faites ce que j'appelle la commedia dell'arte, c'est-à-dire vous rajoutez du talc sur la peau, et à ce moment-là, pendant la nuit, l'absorption des pommades va être, ou des crèmes surtout, n'utilisez pas des pommades, n'utilisez que des crèmes, c'est beaucoup plus fluide, et l'absorption des médicaments sera beaucoup plus performante. Voilà Nadège pour ces conseils du docteur Bernard Pyjarias. Merci beaucoup pour cet appel de Cotonou au Bénin. On va prendre un dernier auditeur de l'émission. Il s'agit de Jean-Baptiste, là aussi le Bénin, mais la ville de Parakou. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour, Priorité Santé. On vous écoute Jean-Baptiste. Bon, moi personnellement, quand je finis de me laver, tout le corps commence par me gratter, j'ai des démangeaisons. Et à l'hôpital, on m'a dit que c'est une allergie à l'histamine. Et on m'a prescrit de la claritine. J'aimerais savoir si je vais prendre cette claritine-là à vie. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits pour la peau pour éviter les démangeaisons, surtout après le bain? Docteur Pyjarias, alors question, la claritine, ça agit sur la réaction. Produit de soin en plus, quel conseil donner à Jean-Baptiste? Déjà, ce n'est pas une allergie, c'est clair, au sens d'anticorps. Il n'y a pas d'anticorps anti-eau. L'eau qui vous percute la peau, c'est simplement la percussion de la peau, ou bien c'est simplement la différence de température, chaud-froid, froid-chaud, avec votre corps qui génère cette urticaire, ou l'équivalent d'urticaire, ou cet érythème à l'eau. Il n'y a pas d'allergie à l'eau. À moins que vous ayez une eau extrêmement chlorée, mais là aussi, au chlore, il n'y a pas d'allergie. Comme il n'y a pas d'allergie à l'iode. On est bourré d'iode et de chlore, donc ce ne sont pas des allergies, ce sont des réactions d'intolérance. Donc la claritine peut nous aider parce que vous faites une réaction histaminergique non allergique, c'est-à-dire l'histamine est libérée, donc un antihistaminique peut vous aider. Mais ce que je vous conseille après mes 11 ans d'Afrique à Abidjan, c'est que ça j'en ai vu beaucoup de ce que vous décrivez, faites-vous faire des tests globaux sur les allergies, en particulier les acariens, et s'il y a une très forte allergie aux acariens, c'est probable, désensibilisez-vous si vous en avez les moyens, et à ce moment-là, on voit l'ensemble de la réponse qui diminue et votre seuil de réactivité qui se réélève, et à ce moment-là, vous êtes moins réactif. C'est un petit peu comme dans le sport, quand on en parlait tout à l'heure, quand vous avez des grosses variations thermiques et hygrométriques, vous limitez cette réaction, et comme ça, votre réaction est moins forte. Docteur Pyjarias, quand on n'a pas les moyens de se désensibiliser, est-ce qu'il y a un meilleur moyen pour limiter la présence d'acariens? Autre question, j'en ai beaucoup.
Est-ce que le fait qu'il y ait des acariens, ça compte, ou qu'il y ait beaucoup d'acariens? Est-ce qu'il y a une quantité qui change la réaction? Alors en allergie, on dit toujours qu'il n'y a pas de quantité, mais je dis quand même il y a une quantité. Quand j'étais donc il y a 30 ans à Abidjan, on avait décrit la plus forte quantité d'acariens au centimètre cube, 23 000, dans le lit d'un asthmatique dont le père était le président de l'association des asthmatiques. Bon, donc ça a aidé beaucoup. Mais donc la quantité compte, bien évidemment. Donc changer la literie régulièrement, peut-être, oui. Simplement. La changer, la mettre au soleil, prendre une literie qui ne sera pas, qui sera plutôt synthétique, ou bien des cotons qu'on va bien repasser ou qu'on met au soleil. En Afrique, c'est facile. Voilà Jean-Baptiste pour ses conseils. Jean-Marc Sen, Dr Sen, vous avez une réaction? Oui, absolument, pour Jean-Baptiste. Quelquefois, le frottement vigoureux également de la peau peut donner quelques réactions. Donc peut-être s'interroger sur la façon dont il se lave. Et puis, il y a une ancienne recette. Alors, la recette de ma grand-mère en Afrique qui est extrêmement intéressante, qui est le beurre de karité. Oui, c'est vrai. Le beurre de karité, pour pouvoir hydrater la peau, réhydrater bien la peau, c'est quelque chose qui peut avoir très facilement, qui coûte pas cher et qui est extrêmement efficace. Un produit à portée de main. Jean-Baptiste, voilà tous ces conseils. Merci beaucoup pour cet appel de Parakou. Justement, Dr Sen, vous n'allez pas nous quitter d'aussitôt, puisque avec vous, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, on va parler d'une allergie assez méconnue. On l'appelle l'allergie alimentaire induite par l'effort. Et oui, absolument, Caroline. Alors c'est une forme particulière d'allergie alimentaire qui survient en fait au cours d'un effort physique et qui est précédé de l'ingestion d'un aliment. Alors en revanche, si on ingère l'aliment de manière isolée ou si on fait de l'activité physique de manière isolée, eh bien il n'y a pas d'allergie. C'est vraiment l'association des deux, l'ingestion de l'aliment suivie de l'activité physique qui va créer tout cela. Alors, il faut savoir que l'allergie alimentaire, ça concerne 2 à 3% des adultes, 6 à 8% des enfants, et l'allergie alimentaire induite par l'exercice est beaucoup plus rare. C'est 2 à 20 enfants pour 10 000 à peu près qui a été fait dans certaines études, notamment au Japon. Alors voilà pour les chiffres. Maintenant, les symptômes, comment on sait, Dr Sen, qu'on est confronté à cette allergie spécifique? Alors évidemment, il y a des signes cutanés. Alors on a décrit quasiment tous les symptômes durant l'émission. Il y a des signes cutanés, évidemment. Il peut y avoir des atteintes respiratoires, des signes digestifs aussi, quelquefois, qui sont un peu moins fréquents. Et puis ça peut aller jusqu'au malaise ou jusqu'au choc anaphylactique que l'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment une réaction globale de l'organisme. Alors, ces symptômes apparaissent généralement 30 minutes à 2 heures après l'ingestion de l'aliment et puis 5 à 50 minutes après le début de l'exercice. Ça peut durer après l'exercice, 3 à 4 heures, et y compris si le patient arrête l'exercice. Le conseil, c'est d'arrêter dès qu'on voit les débuts des symptômes, d'arrêter l'exercice très tôt pour faire régresser cette allergie. Alors ça c'est un grand mystère, c'est un grand mystère parce que les manifestations cliniques varient d'un épisode à l'autre, et puis quelquefois la récidive n'est pas toujours systématique dans cette allergie alimentaire induite par l'exercice. Alors est-ce qu'il y a des situations quand même, Dr Sen, à éviter pour éviter cette réaction? Alors, on dit que le type d'effort, quelquefois on sait que certains sports, quand on fait de la course, du jogging, la marche ou le fitness favorisent tout cela. Alors, est-ce que ce sont les chocs un petit peu répétés ou les impacts qui peuvent favoriser tout cela? Certains aliments, bien sûr, les crustacés, les farines de blé sont plutôt pourvoyeurs de ce type d'allergie, et alors que les viandes sont exceptionnellement en cause. Et puis certains médicaments, comme l'aspirine ou les anti-inflammatoires, auraient un rôle un petit peu aggravant parce qu'ils augmenteraient le passage justement de l'allergène à travers la barrière digestive. Alors, et puis il y a des facteurs environnementaux et individuels. Par exemple, la saison pollinique dont on a parlé tout à l'heure, ou au contraire quelquefois l'hiver, on a cette allergie. Et puis des facteurs personnels tels le stress ou le manque de sommeil peut favoriser également tout cela. Alors malgré tout, quand l'allergie est là, on dispose de quoi comme traitement, Dr Sen? Eh ben, c'est ce qu'on a décrit jusqu'à présent, c'est-à-dire premièrement faire l'évitement des facteurs qui provoquent l'écurie, c'est-à-dire éviter l'ingestion d'allergènes suivie de l'effort physique, et puis traiter symptomatiquement également quand l'allergie intervient aussi. Alors, il y a eu des progrès dans la biologie. Il y a, je vais dire un gros mot, l'oméga 5 gliadine. C'est l'anticorps justement, l'allergène. Vous avez réussi à le prononcer, c'est pas mal. L'allergène majeur qui aura été identifié, mais bon, il y a encore beaucoup de progrès évidemment à faire. Voilà. Enfin, j'ai envie de dire que dans tout cela ne va pas rendre nos auditeurs allergiques
à l'exercice tout court. Un bon mot, on en était sûr. En tout cas, je vais vous laisser le mot de la fin, docteur Bernard Pyjarias, parce qu'on a décrit des réactions parfois extrêmes. On a vu que l'allergie, c'était quelque chose de sérieux. Malgré tout, on a l'impression qu'encore un certain nombre de personnes ne prennent pas ces allergies au sérieux. Comment on explique ce paradoxe? On l'explique parce qu'effectivement, c'est pas une maladie. C'est plusieurs maladies qui sont sous cette cause-là. Et donc, je pense qu'il faut redire ça. Et c'est que pour rebondir sur ce que disait le docteur Sen, là aussi, il faudrait dire que l'effort et le grand effort et la désensibilisation font mauvais ménage parce que c'est le même principe. Et dans le cadre de ce qui a été décrit à l'instant pour l'alimentation, là, ce sont typiquement des fausses allergies, puisque ça va être quelque chose qui va redéclencher par rapport à un seuil qui est altéré. Donc le mot de la fin, la fin FIN, la fin FIM, c'était tout à l'heure. Le mot de la fin, ça serait de dire, prenons très au sérieux le monde de l'allergie, parce que c'est notre nouveau monde, c'est le monde de ce qui nous est étranger, et il faut s'habituer dans nos sociétés modernes à dire, on a dépassé tout ce qui relève de l'infectiologie, maintenant on arrive vers ce qui relève de l'allergologie. Et aussi de l'environnement, forcément. Ça en fait partie, tout à fait. Docteur Bernard Pyjarias, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, éclairés sur les allergies pendant cette émission. Je rappelle que vous êtes pneumologue, allergologue à Nice. Merci à vous, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons de l'impact de la cigarette sur les cancers, les différents cancers, pas simplement celui du poumon, votre spécialité, docteur Pyjarias, en pneumologie. Si vous avez des questions à poser, le numéro de l'émission, 33 1 84 22 75 75, et l'émission, bien sûr, sur RFI.fr, rubrique émission. À demain.